Bonjour, bienvenue sur Ideas, le guide des voyageurs curieux qui aiment bien s'informer pour mieux voyager. J'ai décidé aujourd'hui de faire un petit podcast autour de Plitvice suite à un message qui a été posté sur le groupe d'une voyageuse qui avait l'intention de renoncer au parc et au lac de Plitvice compte tenu de l'affluence très importante pendant l'été. Alors je voulais déjà rassurer les voyageurs qui sont en droit évidemment de se poser la question de la pertinence ou pas d'aller dans les lacs de Plitvice. Faut savoir que ce n'est pas le parc le plus touristique pour rien, c'est aussi le plus beau, donc forcément il attire les gens du monde entier et normalement il fait l'unanimité malgré le coût assez important du billet. On ne regrette rarement, voire jamais, on va dire jamais, mais rarement au cas où il y aurait quelques personnes qui pourraient mettre un bémol. Mais en fait, le parc de Plivice, c'est quand même un magnifique spectacle, quelle que soit la saison. Alors en été, évidemment, il y a la plus forte concentration de touristes et des gens qui viennent d'ailleurs de partout, hein, puisque certains peuvent faire l'effort de venir depuis Dubrovnik, faire des excursions organisées d'ailleurs en bus depuis cette ville-là, alors qu'elle est extrêmement loin, hein, que c'est pas très réaliste, mais ils le font quand même. Donc forcément, il y a affluence dans le parc entre le 15 juillet et le 15 août en particulier. Ce n'est pas un motif pour renoncer à la visite, loin de là. Pourquoi? Tout d'abord parce que le parc a décidé depuis 2019 de réorganiser l'arrivée des visiteurs et d'imposer l'achat du billet en ligne 3 jours à l'avance en mode saison pour pouvoir justement éviter l'afflux pendant des heures où il y avait traditionnellement beaucoup de voyageurs qui pouvaient s'accumuler et créer des queues. Aujourd'hui, grâce à cette réorganisation, on peut avoir donc une visite qui est fluide parce que tout le monde ne va pas se concentrer aux mêmes heures, avec des entrées chaque heure à partir de 7 heures du matin jusqu'à 17 heures. Ça permet vraiment de laisser une amplitude importante et d'éviter la concentration extrême de voyageurs, que ce soit à l'entrée pour la billetterie ou donc dans des zones qui étaient très fréquentées, comme les canyons des lacs inférieurs qui mènent à la Grande Chute. La Grande Chute elle-même, évidemment, qui est l'attraction, mais pas seulement. Et donc, le lac Kosiak, autour duquel il y a les embarcadères qui permettent de faire donc la traversée du lac avec les bateaux électriques et ces embarcadères sont très prisés puisqu'ils permettent de réduire le temps, de déplacement dans le parc et donc de faciliter l'accès d'une zone à l'autre et donc, comme il n'y a pas des bateaux en permanence, il faut attendre les bateaux pour faire la traversée et il y en a environ toutes les 30 minutes, ce qui entraîne souvent une, petite attente, hein, parce que les bateaux ne peuvent pas prendre toutes les personnes qui sont en attente et donc il va y avoir une impression de masse, mais en réalité, c'est quand même extrêmement limité puisque c'est surtout à certaines heures qu'on rencontre ce phénomène et donc ce n'est pas un motif, en tout cas, pour ne pas aller dans le parc de Plevitsy en été. Comment faire pour éviter la foule? Bon, je ne vais pas être très originale, hein, je ne vais pas changer mes points de vue par rapport à ce que je soutiens en général dans mes articles, hein. Bon, l'idéal est d'arriver à la première heure, c'est-à-dire pour 7 heures du matin, la première entrée, puisqu'à ce moment-là, vous allez vous retrouver avec au maximum 500 personnes qui seront, soit à l'entrée 1, soit à l'entrée 2, hein, donc elles sont réparties entre les 2 entrées et qui vont donc venir avec des temps d'accès qui sont différents depuis une et l'autre entrée vers les points stratégiques du parc. Alors pour comprendre en fait le parc, il faut savoir qu'il y a 2 entrées qui vont mener vers des sentiers qui ont des lettres différentes, mais qui correspondent plus ou moins au même niveau de visite, hein, et à la découverte des lacs inférieurs, qui sont les lacs sur lesquels se concentre l'essentiel des chutes et des cascades, et les ruisseaux et la rivière donc, et donc les lacs supérieurs qui sont beaucoup plus tranquilles et qui donc ne font pas l'objet de foules, puisque ceux-ci, n'ayant pas toutes ces attractions de cascades, sont un peu boudés par les touristes, hein, parce que souvent, il faut le reconnaître, un touriste, quand il a vu ce qu'il estime être essentiel pour lui, il va peut-être avoir tendance à s'en contenter et ne pas aller au-delà. Donc, comme tout est concentré sur les lacs inférieurs, il va peut-être faire ce choix-là et donc les lacs supérieurs sont beaucoup plus tranquilles. Ensuite, il faut aussi savoir qu'ils sont plus frais, surtout l'après-midi, quand il a pu faire chaud en journée, on va y trouver de la fraîcheur, donc ils sont très agréables et donc il est intéressant de réfléchir à l'organisation, quel que soit le choix qu'on fait de l'heure d'arrivée, pour avoir un aperçu
des zones dans des bonnes conditions. Vous l'avez compris, si l'essentiel des touristes se concentre sur les lacs inférieurs, une grande partie quand même, heureusement, va aussi choisir d'aller en partie ou sur l'ensemble des lacs supérieurs et donc va faire le tour des lacs. Il y a un circuit qui s'appelle le circuit K, qui est accessible depuis l'entrée 1 et l'entrée 2 et qui permet donc d'aller à la fois autour de l'ensemble des lacs et d'aller à l'intérieur des forêts sur des sentiers donc forestiers qui sont beaucoup plus tranquilles, où on est d'ailleurs parfois complètement seul, hein, puisque comme les sentiers sont assez vastes, ben, on peut se promener sans être du tout dérangé, en bénéficiant de la fraîcheur des forêts, ce qui est aussi extrêmement agréable et en s'éloignant des zones, de bord de lac qui, elles, concentrent vraiment 90 95 parfois des visiteurs. Donc c'est sûr que pour être tranquille, finalement, le circuit K va être très bien puisque si vous débutez par l'essentiel des centres d'intérêt autour des lacs inférieurs, que vous poursuivez à l'intérieur des forêts, que vous terminez par les lacs supérieurs, ben, vous avez vu très bien le parc sans subir du tout l'affluence puisque ce qui se produit en fait, c'est que, l'attente au niveau des embarcadères est liée au fait que ces bateaux permettent la traversée du lac qui fait la jonction entre les lacs inférieurs et les lacs supérieurs. Donc on peut aller d'une rive à l'autre. En plus, c'est une attraction touristique à ne pas manquer les bateaux, mais il se trouve que, comme je vous l'ai dit, on n'a pas 50, hein, et que forcément, ils ne peuvent pas embarquer plus d'une cinquantaine de personnes. Donc, quand il y a tous les touristes qui se sont un peu accumulés pour attendre le départ, il peut arriver que certains ne puissent pas monter à bord du bateau et doivent encore attendre 30 minutes. Bon, il se trouve que c'est pour faciliter donc l'accès à l'autre rive et en même temps, on peut aussi faire ce chemin à pied. Donc, à ce moment-là, on n'est pas obligé de subir l'attente, hein. C'est vraiment un choix qu'on fait de prendre ou pas le bateau. Et comme je vous l'ai dit aussi, si vous décidez de découvrir les lacs inférieurs, rien ne vaudra de le faire en première intention parce que c'est là que tout le monde vient. Donc si vous débutez évidemment par l'entrée 1, l'avantage que vous allez avoir, c'est de pouvoir accéder à la grande chute, hein, qui est quand même l'attraction numéro 1, et à toutes les chutes et aux cascades principales des lacs inférieurs en premier, puisque l'entrée 1 est la plus proche de ces attractions-là. Donc il se trouve que pendant que depuis l'entrée 2, on est quand même amené à faire tout un circuit pour aller vers la grande chute qui est éloignée, depuis l'entrée 1, en fait, vous allez avoir un panorama immédiatement pour voir la beauté du parc. Ensuite, vous allez pouvoir donc traverser le sentier des lacs inférieurs qui est quand même aussi très fréquenté puisque c'est là qu'il faut passer absolument pour aller à la fois dans la zone de concentration des cascades et du côté des lacs inférieurs qui s'organisent avec la grande chute en fond. Et donc, c'est normal que tout le monde, plus ou moins, puisse prendre ce chemin et c'est là qu'on retrouve éventuellement beaucoup de fréquentation. Quand on choisit donc l'entrée 1, on peut faire ce choix-là, même quand on décide d'aller voir les panoramiques du côté des belvédères, on ne va pas avoir de problème à intégrer le belvédère pour voir justement depuis les hauteurs les lacs inférieurs avec leurs cascades et donc rejoindre le reste des lacs inférieurs puisque normalement on aura déjà eu l'essentiel des vues dont on a envie en fait, hein, et qui sont spectaculaires. Les belvédères, eux, ne sont pas connus. Alors bien sûr, vous pouvez les intégrer dès que vous êtes du côté de la chute, enfin pour pas avoir à revenir en fait vers les belvédères spécifiquement. Normalement, comme ils sont accessibles depuis la chute, vous pouvez donc voir les panoramas de ce côté-là et ensuite rejoindre tranquillement les lacs inférieurs et à ce moment-là, normalement, tout devrait bien se passer en termes de fréquentation touristique. Bien sûr, il y aura du monde, hein, on ne va pas se le cacher qu'en été, il y aura beaucoup de personnes qui vont se succéder sur ces sentiers. Mais normalement, si vous arrivez à 7 heures, 8 heures, maximum 9 heures, ça reste tout à fait gérable parce que forcément, hein, quand vous arrivez les premiers, ben, c'est vous qui allez mener la danse, hein, qui allez faire un peu ce que vous voulez en attendant que ceux de 8 heures arrivent, puis ceux de 9 heures s'ajoutent et que finalement, on soit autour de 1 500 personnes dans le parc. Vu sa grandeur et vu les choix que chacun fait, c'est quand même tout à fait acceptable. Il n'y a pas d'obligation de visiter le parc pendant une certaine durée, hein. Vous pouvez y passer le temps que vous voulez. Mais d'une certaine manière, si vous avez fait le choix de découvrir les lacs inférieurs et supérieurs, par exemple, vous avez besoin de
4 heures environ, 5 heures en prenant vraiment votre temps et en faisant une pause pique-nique, par exemple. Donc c'est quand même très satisfaisant parce que ça signifie que sur une matinée, vous avez largement visité l'essentiel du parc, mangé donc et vous avez pu quitter Plivice pour aller, par exemple, vous baigner dans les environs, dans les rivières qui alimentent le système ou aller découvrir la chute de Rastoké, par exemple, aller voir les ours du côté du refuge de Kuterevo, visiter la grotte de Barratch, pourquoi pas pour ceux qui ont envie de fraîcheur. Et donc, dans tous les cas, il y a quand même pas mal de choses très sympas à faire aux alentours. Donc, si vous avez fait ce choix d'organisation-là, normalement, vous ne devriez pas subir. Pourquoi en fait? Parce que normalement, beaucoup de visiteurs, quand on est en été, sont sur le littoral. Le littoral, quoi qu'on en dise, est à 2 heures 30 environ de Plivice à minima et peut même être à autour de 3 heures 30 par l'autoroute depuis Split et sa région. Ce qui signifie que le temps que les voyageurs débarquent depuis ces zones-là jusque dans le parc avec une entrée qui est organisée aujourd'hui à heure fixe, hein, c'est-à-dire à partir de 10 heures, 11 heures par exemple, bah vous, vous aurez déjà largement fait votre visite. Donc les personnes qui vont arriver à ce moment-là, vous n'allez pas beaucoup les croiser puisque vous serez déjà très avancé dans la vôtre. Maintenant, il n'y a pas de problème à arriver à n'importe quelle heure compte tenu de cette organisation-là aussi. Parce que même si vous vouliez rentrer, il est peu probable que vous puissiez, si vous n'avez pas fait la réservation, en tout cas, vous serez obligé d'attendre que le quota soit disponible pour rentrer en plus de ceux qui sont prévus et qui ont réservé à l'avance comme il faut. Donc si vous, vous décidez de choisir de rentrer à 10 heures ou à 11 heures, ça ne signifie pas que vous allez avoir plus de problèmes et beaucoup plus de visiteurs à gérer. Disons qu'il y aura une partie des visiteurs qui sont dans le parc depuis le matin, que vous risquez de croiser, mais qui ne vous poseront pas tant de problèmes que ça, parce que normalement, vous n'êtes pas censé les croiser, vu qu'eux, ils ont peut-être déjà visité les lacs inférieurs, qui se sont dirigés vers les lacs supérieurs, alors que vous, vous commencez par les lacs inférieurs. Cette organisation fait aussi, que normalement, il y a une meilleure fluidité à tout niveau aujourd'hui dans le parc. Il ne faut donc pas renoncer au parc de Pivitzé parce qu'il y aurait beaucoup de monde. Je sais que dans les articles que j'ai postés sur Ideos, certains ont pris le temps de lire et je les en remercie, ont bien intégré donc les informations, ont pu prendre peur à cause des photos que je montrais. Alors, je vais d'ailleurs plus tard parce que là, je n'ai pas, fait de partage d'écran et ce serait sympa d'ailleurs de vous montrer quelles sont les photos qui ont peut-être pu vous arrêter et je voulais surtout vous indiquer que ces photos étaient à titre d'exemple, quand le parc n'avait pas organisé ses entrées. Par exemple ici, c'est vrai que nous avons une photo où on voit que beaucoup de monde attend pour entrer. Quand il fallait payer donc le billet, sur place, hein. Ça signifie que normalement, quand vous arrivez, ah bah, vous êtes obligé d'attendre et il y a des centaines de personnes qui le font en même temps, surtout sur les heures donc que je vous ai communiquées vers 10 heures ou même des fois avec à 9 heures, à 8 heures, 9 heures, il y avait déjà beaucoup, beaucoup d'affluence. Il se trouve que maintenant avec l'obligation de réserver finalement, on se retrouve sans difficulté avec chaque entrée avec un quota de voyageurs, donc 250, ça permet quand même une très bonne accessibilité du parc, sachant que là aussi, c'est pas comme si vous alliez déferler, dans le parc tous au même endroit. Vous allez vous répartir selon les choix que chacun fait. Donc en fait, les 250 ne se suivent pas en rang d'oignon non plus. Donc ce que je voulais aussi rappeler, c'est que même s'il y a de l'affluence, c'est pas un motif pour renoncer à un parc comme Plivitzé car il est extraordinaire. Alors je vais essayer de vous montrer déjà ce que vous avez peut-être vu et qui vous a refroidi, hein. Alors juste vous retrouver les photos, vous m'excuserez parce qu'en plus je suis pas très en forme, donc je suis pas très réactive. Voilà un peu à quoi ressemblait donc l'attente. Évidemment, quand toute cette attente n'était pas organisée parce qu'il fallait déjà payer chacun essayant d'acheter les billets et tout ça, ça perdait beaucoup de temps. Alors que maintenant, comme on a réservé à l'avance, il n'y a même plus quasiment de contrôle puisque, ben, on est enregistré, on va montrer son téléphone pour son billet et puis normalement il y a vraiment pas de problème. Évidemment, à une époque, pour prendre le bateau, ça pouvait ressembler à ce genre de queue parce que quand l'organisation n'est pas faite justement pour que chacun
puisse rentrer à une bonne heure et profiter des meilleures conditions. Chacun fait ce qu'il veut et à ce moment-là, on se retrouve avec des concentrations très importantes. Donc ces attentes-là n'existent quasiment plus et si elles existent pour les bateaux, encore une fois, elles sont pas rédhibitoires. En tout cas, vous pouvez faire le choix de pas emprunter le bateau et donc d'éliminer cette attente-là ou accepter. À ce moment-là, vous n'allez pas perdre plus d'1 heure, hein, en fait, mais après c'est un choix, hein, qui est fait. C'est-à-dire qu'entre un bateau et un autre, il risque d'y avoir environ 30 minutes d'attente. Si vous ne pouvez pas monter à bord du premier, bon, c'est quand même pas non plus un motif pour ne pas visiter le parc, mais on peut comprendre que la fréquentation peut être un peu plus pénible. Alors, à une époque, sur les lacs inférieurs, donc ce fameux canyon-là était très, très fréquenté parce que si on laisse rentrer tout le monde comme il veut, en fait, tout le monde se concentre aussi sur les lieux qui sont censés être les plus beaux. Donc les accès évidemment à cette zone-là étaient très, très privilégiés. Maintenant, on n'a quand même plus ces foules-là, ou en tout cas ces queues qui sont rédhibitoires pour certains, on va moins les subir. Donc ces photos sont quand même avant 2019. Je le précise parce que justement aujourd'hui la réorganisation a quand même facilité l'accès et les visites du parc. Donc ça, c'est quand même assez utile, hein, pour se convaincre en tout cas de visiter le parc. Il y a quand même beaucoup de possibilités. Alors encore une fois, tout à l'heure, j'ai précisé qu'en arrivant à l'ouverture à 7 heures ou jusqu'à 9 heures, en fait, on allait avoir des bonnes conditions, mais en réalité, vous les avez toute la journée. À cause de cette organisation-là, vous pouvez très bien arriver à partir de 14 heures, par exemple, hein, quand, l'essentiel des voyageurs sont repartis, puisque, bah, s'ils ont écouté ce conseil-là, ils sont tous venus le matin, ils ont tous visité le parc entre 3 4 heures voire 5 heures et donc autour de 14 heures, l'essentiel des touristes est déjà reparti. Donc quand on arrive à 14 heures, mine de rien, on ne va pas subir les touristes beaucoup non plus, puisqu'ils sont de moins en moins nombreux et je dirais même que les plus malins vont arriver à 16 heures pour payer moins cher l'entrée. D'abord parce que si vous voulez vraiment visiter l'essentiel des lacs inférieurs et un peu les lacs supérieurs et que vous êtes un bon marcheur, cela peut vous permettre de le faire avec donc 3 heures, environ 4 heures à votre disposition. Certes, vous sortirez tardivement, mais il ne fait pas nuit à cette saison-là, donc vous pouvez très bien profiter du parc tout en arrivant tardivement. C'est les entrées évidemment qui sont, les moins fréquentes, hein, à partir de 16 heures, mais qui sont aussi les plus économiques, donc ça peut être intéressant. Donc si vous arrivez en milieu, d'après-midi ou en début d'après-midi, vous n'allez pas subir non plus trop les foules, puisque rares sont quand même les voyageurs qui passent plus de 4 5 heures dans le parc, c'est déjà long, hein et s'ils sont arrivés aussitôt, bah, la majorité sont repartis et donc ça se répartit très bien. Donc rien ne vous oblige à arriver le matin pour être sûr d'avoir les bonnes conditions. Toutes les heures sont bonnes aujourd'hui. Si vous décidez donc évidemment de découvrir les lacs inférieurs, vous pouvez le faire un peu à l'envers en fait de ce que je vous ai indiqué, c'est-à-dire qu'à 14 heures, si vous estimez qu'il y a trop de monde du côté des lacs inférieurs, vous pouvez aller vous rafraîchir du côté des lacs supérieurs qui sont donc beaucoup plus tranquilles, découvrir le parc donc à ce moment-là de manière très, très agréable et profiter donc de la fin, milieu et fin d'après-midi pour découvrir les lacs inférieurs quand les gens sont repartis. Donc à ce moment-là, là aussi, il n'y aura pas de souci au niveau de la fluidité de la visite et vous devriez avoir vu l'essentiel sans vous embêter. Donc ça, c'est quand même important à retenir. Il n'y a aucune contrainte, obligation d'arriver la veille à Plivitsé, d'être là à 7 heures du matin pour être sûr de bien visiter le parc. Il y a vraiment beaucoup d'options. Il suffit surtout de bien se connaître, de bien identifier ce qu'on a envie de voir et faire, c'est-à-dire le temps à l'intérieur du parc va être quand même conditionné par le choix de votre parcours et surtout par la durée, donc les kilomètres que vous avez à parcourir dans le parc. Pour beaucoup, en fait, il est simple de répondre à la question: «Combien de temps vais-je passer à Plitvice?» D'abord parce que, en fonction des kilomètres que vous êtes censé vouloir parcourir, vous allez faire vite votre choix. Si vous décidez de ne voir que les lacs inférieurs, par exemple, on est à 3,5 km, ce qui est vraiment rien du tout. Si vous décidez de voir les lacs inférieurs et les lacs supérieurs, on est à environ 8,5 km, 10 kilomètres en intégrant donc l'accès depuis les parkings. Donc en fait, 10 kilomètres,
C'est quand même une bonne base, hein, c'est pas très long. Ça se fait facilement quel que soit l'âge. Je pense que même avec les enfants, on peut l'envisager et donc ça inclut lac inférieur, supérieur. On ne quitte jamais l'eau et on est toujours donc au contact de ces lacs avec leurs couleurs magnifiques qui sont très différentes d'une zone à l'autre, puisque la végétation influe beaucoup sur la faune et la flore, hein. Donc vous allez pouvoir profiter au maximum des lacs. Et donc, si vous avez l'intention de découvrir le parc en profondeur, c'est une durée de 20 kilomètres, donc 5 heures, 6 heures, en prenant son temps. Les bons marcheurs y mettent environ 4 heures, 5 heures, hein, tout en sachant que normalement, on va approfondir parce qu'on va vouloir découvrir la végétation, les petites faunes, les fleurs dans les forêts, par exemple. Donc ça, ce sont des choix en fait qui vont être faciles à déterminer en fonction de nombre de kilomètres que vous acceptez de faire, vous allez décider du circuit et à ce moment-là, normalement, tout le reste de votre organisation va en découler et vous saurez donc quelle est la meilleure solution, sachant que quand on fait les 20 kilomètres, on va quand même avoir une très grande partie du trajet parce que sur les 20 kilomètres, il y a 8 kilomètres autour des lacs et donc il y a 12 kilomètres dans les forêts où vous êtes complètement tranquille. Alors je ne vais pas dire que vous serez seul parce que vous allez croiser quand même quelques autres personnes. C'est vrai que peu de voyageurs se lancent quand même dans les 20 kilomètres par rapport à l'ensemble des visiteurs, en tout cas. Donc normalement, quand on fait ce choix-là, on n'a pas à subir la foule de Plivitsé. Quand on reste vraiment concentré sur les lacs inférieurs, parce qu'on a peu de temps, qu'on n'a pas envie d'aller au-delà et qu'on estime que ça nous suffira, par exemple, on peut arriver très bien à partir de 16 heures. Alors là, c'est vraiment au top, hein. On paie moins cher, on va voir une belle luminosité parce qu'en été, normalement, quand même, le ciel est haut assez longtemps. C'est quand même la chance de l'été par rapport à d'autres saisons où je ne donnerai pas ce conseil puisque le jour tombant beaucoup plus tôt, la météo étant moins fiable aussi, on a plus de risques. Alors qu'en été, normalement, on a quand même une belle luminosité toute la journée, donc on peut profiter aussi du parc jusque dans la soirée. Donc ça, c'était les conseils les plus basiques que je voulais rappeler pour donner envie aux voyageurs de ne pas rater Plivice, car c'est quand même le plus beau parc de Croatie. Alors ça, c'est une question de goût, mais je pense que si on demande aux voyageurs qui ont eu l'occasion d'aller en découvrir quand même plusieurs, dont les plus connus, par exemple, c'est-à-dire le parc de Kerka, par exemple, le parc de Miatou, les Carnati. Clairement, le parc de Plivice, c'est celui qui revient, hein, parce que la beauté de tous ces verts qui se mélangent, de cette végétation foisonnante, toutes les forêts qui offrent donc toutes les petites végétations, les bruyères, les champignons, tous les petits animaux qu'on peut croiser ci et là d'ailleurs, hein, et donc les marmottes, hein, tout ce qui est quand même très, très sympa à découvrir du côté, des forêts et côté lac, vous avez bien sûr tous les poissons, les canards, alors aussi il y a des serpents d'eau, hein, parce que même je sais que ça fait peur à certains, mais n'ayez pas peur, ne renoncez pas à Plivicé parce que vous risquez de croiser un serpent. C'est normalement, ils sont quand même sur les lacs, donc vous n'allez pas les approcher, ça ne risque rien. Je dirais, je sais qu'il y en a il y a des personnes qui ont pris peur en apprenant qu'il y avait des serpents. Non, normalement, il y a pas de risque que vous soyez en tête à tête avec un serpent, même si c'est une réalité, hein, donc il y en a, mais il faut pas fuir pour cette condition-là. Excusez-moi, je vais y arriver. Donc en fait, le parc de Plivice, c'est quand même un parc extraordinaire hein, qui est l'un des plus beaux d'Europe, hein, qui a la chance d'offrir, tout un spectacle sans faire d'effort, puisque même les personnes qui ne sont pas habituées à la randonnée trouveront sans problème comment découvrir ce parc avec des sentiers aménagés. Les sentiers forestiers, c'est encore une autre chose parce que d'une certaine manière, on est plus en liberté, mais les sentiers sont et beaucoup moins évidents que ceux qu'on trouve autour des lacs et qui permettent de faire donc le tour des lacs facilement, hein, avec des sentiers de rondins, avec des marches. Alors il faut savoir que ce sont des toutes petites difficultés pour les personnes qui ne sont pas à l'aise en marche, hein. C'est sûr que ça peut être glissant au niveau des rondins, pareil pour les marches, hein. Faire attention, mais normalement il y a sans problème maintenant, tous les escaliers sont quand même avec hem des rampes pour se tenir, dont même les personnes qui sont d'un certain âge ou qui ne sont pas très à l'aise pour,
marcher parce qu'elles ont peut-être des problèmes, devraient arriver à découvrir donc déjà les lacs inférieurs, c'est l'essentiel. Les lacs supérieurs, si elles arrivent donc à se motiver pour marcher un peu plus, mais dans tous les cas, il y a une grande facilité d'accès du parc et c'est parce que justement, il n'y a pas l'effort à faire en termes de randonnée que tant de gens viennent les voir aussi. Ça, c'est sûr que ça aide, hein, de savoir qu'on n'a pas besoin d'être un grand randonneur pour parvenir à avoir une vision d'ensemble, hein. Et donc ce que je voulais rappeler, c'est que ces lacs-là, même s'ils sont extrêmement touristiques, sont classés à l'UNESCO depuis 1979, sont remarquables à plus d'un titre grâce à la justement à la concentration de cascades exceptionnelles, puisqu'il y en a plus de 98 et donc vous allez pouvoir, entre les 16 lacs, les cascades de taille de plus ou moins différentes et donc tout ce qui est végétation qui d'une zone à l'autre du parc est différente, en prendre plein la vue facilement, rapidement, donc avec plein de clichés à ramener pour vous émerveiller et pour donner envie aux autres de découvrir à leur tour Plivitsé. Donc n'y renoncez pas sous prétexte que vous avez lu qu'il y avait vraiment beaucoup de monde et qu'en été c'était bondé. Ce serait dommage, hein, c'est se priver. C'est comme je dis souvent, il faut écouter les conseils, mais il faut aussi prendre et laisser certains conseils. Certains voyageurs vont considérer que la foule est insupportable partout. À ce moment-là, on reste chez soi. Parce que quand on choisit évidemment le mois de juillet, août, quand 80 des touristes du pays se concentrent en fait, à ce moment-là, forcément, on ne va pas être seul. Mais quand on va dans un pays à ces heures-là, par exemple, sur les heures les plus fréquentées, les jours donc qui sont aussi traditionnellement les plus touristiques, vous allez vous retrouver avec d'autres touristes, mais c'est pas pour autant qu'il faut arrêter de faire les visites. C'est sûr qu'il y a toujours une manière de visiter avec des conditions préférentielles. C'est pareil pour les villes, hein, d'ailleurs. Si vous débutez la visite de villes comme, Dubrovnik à partir de 7h-8h jusqu'à 10-11h, puis ensuite que vous la poursuivez en fin de journée, quand il fait moins chaud, vous allez sûrement avoir moins de problèmes que si vous êtes concentré en plein milieu de journée, quand tous les touristes en escapade depuis Split ou plus loin même des fois, sont venus exprès pour voir Dubrovnik parce qu'ils ne voulaient pas y renoncer et ont décidé de faire cet effort, mais qui se retrouvent en plein milieu de journée, quand il fait d'ailleurs très chaud, où on a plutôt envie d'aller à la mer que de visiter la ville. Mais bon, ça, c'est valable pour, Dubrovnik, pour Split, pour Trogir. Les horaires, hein, en fait, c'est un peu tous les mêmes, hein. C'est-à-dire que normalement, si on est matinal, on va quand même avoir une ville très agréable. Dès qu'on rentre en milieu et fin, de matinée, on se retrouve avec une plus forte concentration touristique. Puis après, c'est pareil, à partir de 16h-17h, bah, ceux qui sont venus en escapade repartent, hein, donc ils laissent la ville. Ceux qui sont allés à la mer arrivent, donc ça fait des vagues, hein, d'aller-retour, mais il y a toujours des conditions pour mieux visiter à certaines heures. Donc n'hésitez pas à le faire pour Plivitzé, pour les villes, pour le parc de Kerka, c'est exactement la même chose, sachant que le parc de Kerka, lui, est plus exigeant que Plivitzé, d'abord parce qu'il est beaucoup plus complexe avec des entrées qui sont très distancées l'une de l'autre de plus de 20 kilomètres à 30 kilomètres et donc ce parc en plus a des niveaux de de randonnée très différents, alors que le parc de Plivitzé, quel que soit le niveau, on va pouvoir faire même les 20 kilomètres. À Kerka, il faut réfléchir, il faut d'abord comprendre comment fonctionne le parc, ce qu'on peut y faire et voir, et ce qu'on va accepter là aussi de faire comme randonnée. À Plivitzé, la question ne se pose pas. C'est pour ça aussi qu'il s'impose autant. C'est parce qu'on va avoir des panoramas très rapidement, on va en prendre plein la vue et on va pouvoir amener des belles photos comme celle-ci, hein, qu'on a depuis l'entrée 1, donc facilement justement pour voir, hein, comment, fonctionne le parc avec cette vue panoramique facile d'accès depuis la billetterie, puis ensuite donc les lacs inférieurs, la grande chute ici, hein, qui est très attractive, les belvédères en fait qui sont par ici et qu'on va trouver donc en empruntant les escaliers à côté de la grande chute, qui vont vous mener donc à des points de vue panoramiques magnifiques où on voit les chutes et l'organisation des lacs en escalier, hein. Donc tout ça,
Bon, vous avez les infos sur le site et n'hésitez pas à découvrir les divers articles hein, sur les entrées, les avantages et les inconvénients de chacune, sur les divers, sentiers également. Moi, je recommande beaucoup l'entrée 1, le sentier C pour la base, en fait. C'est-à-dire ceux qui veulent voir l'ensemble des lacs, hein, c'est donc le sentier C. Sinon, vous avez, le sentier H qui est très bien depuis l'entrée 2, voilà et qui présente les mêmes, attraits que le sentier C. K1, K2, c'est aussi la même chose, hein, c'est juste une manière d'appréhender, le tour parce que selon d'où vous partez, vous allez le faire peut-être dans un sens différent, mais en soi, ça ne changera rien puisque vous allez forcément vous éloigner des foules. Donc voilà un peu et pour rappel, donc les entrées sont à 2,5 km chacune, hein. Donc ici l'entrée 1, il y a quelques centaines de mètres, depuis les parkings, hein. Donc l'entrée 1 qui vous mène donc aux lacs inférieurs ici, avec la grande chute, donc la vue panoramique dont je vous ai parlé qui est dès l'entrée en fait, après avoir passé la billetterie, hein, on va se retrouver projeté vraiment dans le parc. Ici donc les lacs inférieurs et le canyon des lacs inférieurs qui permet la traversée. Le belvédère, qui est par derrière la grande chute en fait sur les hauteurs. Puis ensuite, vous allez donc, découvrir les lacs inférieurs. Ici, le lac Coziac, qui est le lac central qui fait la jonction entre les lacs inférieurs et les lacs supérieurs. C'est le lac donc qu'on traverse en bateau et c'est là qu'il y a le plus de problèmes évidemment parce faire le chemin vont choisir les traversées et donc ici, les lacs supérieurs, vous faites le tour également, hein et quand vous avez terminé les tours, il faut savoir qu'il y a en général des stations de petits trains qui vous ramèneront donc aux entrées pour éviter d'avoir à refaire le chemin. Rien ne vous oblige aussi à prendre les trains, hein. C'est-à-dire que vous pouvez choisir de revenir en faisant le tour des lacs. C'est un choix, évidemment, pour les marcheurs, c'est mieux. Maintenant, ceux qui sont fatigués apprécieront de prendre le train avec la possibilité donc de rejoindre, l'entrée par laquelle ils sont arrivés ou d'en rejoindre une autre et à partir de là, de faire la jonction entre les diverses stations, donc ici les lacs supérieurs. Vous avez ici donc la jonction qui vous permet de rejoindre aussi la zone de l'entrée 1 et vous pouvez profiter, de cet ensemble sans problème. Voilà, j'espère que j'ai fait le tour des infos qui vous intéressaient et qui vous ont convaincu de, revenir sur le fait de ne pas aller à Plivitsé parce qu'il y aurait trop de monde, hein. Je suis désolée d'ailleurs si c'est les articles qui vous ont orienté à cause des photos sur le fait de renoncer à Plivitsé à cause de ça, parce que c'est vraiment pas le but, au contraire, c'est pour expliquer comment c'était et comment c'est aujourd'hui. Alors ça peut faire peur, c'est sûr, si on n'a pas vu la légende, on a peut-être cru que c'était comme ça en plein été, mais non en fait, hein, c'était comme ça avant. Voilà, j'espère que vous apprécierez votre séjour que vous allez donc en prendre plein la vue, quel que soit le sentier que vous prendrez, vous allez pouvoir découvrir, hein. Ici, vous voyez, vous avez le circuit H avec les lacs inférieurs, le lac Casiac et les lacs supérieurs, hein. Donc c'est celui dont je parle à 4 à 5 heures depuis l'entrée 2. Si vous faites le circuit C, donc c'est tout à fait la même chose depuis l'entrée 1. En soi, c'est juste l'accessibilité à la grande chute qui n'est pas la même puisque quand on est à l'entrée 1, ben, on est tout près, hein. Alors que quand on est à l'entrée 2, bah, nécessairement déjà il faut se rendre dans la zone ici des lacs. Découvrir souvent les lacs en premier, aller vers la grande chute ensuite. Donc c'est vraiment qu'une question d'organisation, mais ça change pas grand-chose à la base. Vous verrez les mêmes choses. Ici, vous avez donc les points de vue dont je vous ai parlé depuis l'entrée 1, hein, c'est un point de vue imprenable qu'on n'a pas nécessairement depuis l'entrée 2 justement. Mais depuis l'entrée 1, on va pas le manquer. Ça, c'est bien. Sinon, n'oubliez pas de revenir comme si vous preniez la route de la billetterie entrée 1 pour avoir ce panorama parce qu'il est spectaculaire, hein. Enfin, moi, je le trouve très beau, puis c'est celui qui permet de prendre conscience justement de comment sont les lacs. Donc voilà un peu les infos. Les, lacs inférieurs ici, le canyon que vous allez traverser, c'est pareil, il sera plus fréquenté sûrement que d'autres zones, mais ça reste tout à fait relatif, hein. Et là, c'est les vues qu'on peut avoir depuis les belvédères, hein. Donc là aussi, c'est quand même assez important de pouvoir comprendre l'organisation des lacs qui sont en escalier, hein, comme vous le remarquez, avec les chutes qui se sont formées donc par la sédimentation et donc voilà un peu
ce type de panorama que vous pouvez découvrir et bien sûr des, cascades qui sont, tout aussi belles et moins évoquées que la Grande Chouque, mais que vous allez avoir le tour des lacs inférieurs permet d'avoir justement ce type de lacs et de cascades qui sont magnifiques aussi, hein. Donc ça, c'est un peu ce que vous êtes supposé voir lors de votre visite des essentiels. J'espère que cela vous a été utile. Si vous souhaitez des informations plus personnalisées, bah, n'hésitez pas à me contacter pour prendre rendez-vous et je vous aiderai à mieux identifier, les infos dont vous avez besoin par rapport à vos contraintes et donc, votre organisation personnelle. À très bientôt. Au revoir.